Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente Amélie Myriam Plante, conseillère en aménagement du territoire et urbanisme chez Vivre en Ville, assignée entre autres au projet des milieux de vie pour toute la vie, qui cherche à accompagner des municipalités dans l'aménagement des milieux de vie propices au vieillissement actif. Je serai votre hôte ce midi. Donc, tout d'abord, quelques consignes d'usage. Vos micros resteront fermés tout au long du panel. Je tiens à vous mentionner que l'événement est présentement enregistré. Nous verrons à partager peut-être l'événement sur Facebook. En fait, on va voir pour l'option de partage, on va vous expliquer de quelle manière ça va fonctionner. Nous vous invitons à adresser vos questions via l'outil Q&R que vous voyez dans le petit bas de votre écran. Nous allons pouvoir les adresser aux panélistes à l'issue des échanges. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour ce premier panel de la programmation automnale de Vivre en Ville. Pour cette première discussion ayant pour titre « Vieillissement actif, quelle vie sans la voiture ?» Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mme Cathy Bernier, conseillère municipale à la ville de Drummondville, Paula Negron, professeure agrégée à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal, Sophie Langto, directrice générale de Société Logique, Cathy Hamilton, chargée de projet vieillissement actif chez Espace Muni. Je les présenterai plus longuement lors du panel. Merci à toutes d'avoir accepté l'invitation. Mais juste avant d'entamer les échanges, je vais céder la parole à Isabelle Vib, coordonnatrice vieillissement actif et urbanisme chez Vivre en Ville, qui se joindra aussi à notre panel. Isabelle est géographe et détient un doctorat en études urbaines à l'Institut national de recherche scientifique. La parole est à toi, Isabelle. Bonjour, merci beaucoup Amélie pour cette introduction. Je vais directement partager mon écran. Voilà, donc bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au premier panel Vivre en Ville, le panel virtuel automnal qui va porter sur le vieillissement actif, quelle vie sans la voiture. Donc, premièrement, j'ai un problème de... Voilà. Premièrement, vieillissement est né de quoi parle-t-on? On parle d'une population de 65 ans généralement et plus au Québec. On parle d'une augmentation du nombre et du pourcentage des aînés au sein de la population totale. C'est un phénomène rapide au Québec. C'est un phénomène aussi qui est là pour durer. C'est un phénomène aussi qui a des implications, qui constitue un défi dans certains domaines de la société, notamment dans le domaine de la santé, de l'économie, aussi dans le domaine des retraites, du développement durable, mais aussi, comme on va le voir, dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le vieillissement constitue aussi en même temps une opportunité de changement, une opportunité d'adapter nos milieux de vie, non seulement aux besoins des aînés, mais aussi aux besoins de tous, dont les personnes plus vulnérables. Donc, il faut le voir comme ça aussi. Et pour transmettre ce lien entre défis et le voir comme une opportunité, il ne faut pas oublier d'intégrer ou d'inclure les aînés dans cette question-là, dans la recherche de solutions. Les aînés, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de stéréotypes aussi par rapport aux aînés. Il y a un peu deux pôles qu'on voit souvent. D'une part, les personnes extrêmement actives, extrêmement sportives, qui font du yoga, un marathon, et d'autre part, les gens vraiment très vulnérables, qui ont besoin de soutien constant, qui vivent dans différents milieux, dont les CHSLD, mais pas exclusivement. Je pense que la réalité est beaucoup entre ces deux pôles-là. Il y a une grande diversité au sein de la population. Il y a des personnes aussi, des inégalités, donc des personnes plus à faible revenu. Il y a, parmi les aînés, on parle beaucoup de femmes, vu que l'espérance de vie est plus grande chez les femmes. On parle beaucoup de personnes qui habitent seules, des personnes qui vivent dans des petits ménages et qui n'ont peut-être pas un soutien quotidien là au sein du ménage, un conjoint ou une conjointe. Et sans oublier, les aînés, ils contribuent beaucoup à la société, on ne le souligne pas assez. Donc, leur rôle, soit en termes de bénévolat, d'entraide, qui peut prendre différentes formes, là, officielles ou informelles. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier.
D'autre part, oui, les aînés connaissent, avec l'avancée en âge, certaines incapacités. J'attire votre attention ici sur les incapacités, notamment de mobilité. Un tiers des personnes de 65 ans et plus a de la difficulté à marcher et cette proportion augmente avec l'âge. Donc, on parle de 2 tiers chez les 85 ans et plus. Donc, une municipalité ne peut pas agir sur les capacités individuelles, mais elle peut agir en soutien et donc soutenir les aînés par l'environnement bâti. Pour ce qui est de vieillir chez soi, c'est le souhait, on peut dire, de nombreuses personnes. C'est aussi quelque chose qui est fortement favorisé par le gouvernement du Québec, notamment via différents programmes, dont le programme Municipalité Amis des aînés, qui est donc de favoriser le vieillissement actif dans les municipalités en optimisant les possibilités de bonne santé, de participation sociale et de sécurité des aînés. Donc, c'est un programme notamment qui bénéficie aussi d'un accompagnement de la part de Espace Muni qui est actif dans ce domaine-là. Pourtant, dans les états-lieux actuels, un domaine qui est un peu souvent oublié, c'est l'aménagement du territoire. Donc, l'aménagement du territoire qui a une influence quand même majeure sur la capacité des aînés à se déplacer, à participer socialement, etc. Donc, d'une part, on observe une dispersion des activités, donc les activités sont plus éloignées en dehors des centres-villes. Donc, on est pas mal obligé d'utiliser une voiture ou du moins de se déplacer de façon assez lointaine là, pour fréquenter des services. Et cela est vrai autant pour les commerces, mais aussi des fois pour les services de santé et d'autres services à la population. Avec pour conséquence, entre autres, la dévitalisation soit du centre, soit des cœurs de village, où on a de moins en moins de services, donc de moins en moins d'attrait, de moins en moins de raisons d'y aller. Ensuite, un autre enjeu, c'est les aménagements. Les aménagements qui sont carrément hostiles aux piétons. D'une part, parce que, comme on voit dans l'image de gauche, ce n'est pas un environnement intéressant, attrayant, mais d'autre part aussi, et ça c'est majeur, c'est un enjeu de sécurité, et particulièrement pour les personnes qui ont des enjeux de mobilité ou de santé. Ensuite, les déplacements. Oui, souvent, les déplacements se font en automobile. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un choix ou une contrainte? De nombreuses personnes âgées ont un permis de conduire. Il y a des variations, là encore, entre les hommes et les femmes. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir un permis de conduire. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'avec l'avancée en âge, ils perdent souvent leur permis de conduire, soit parce qu'ils décident eux-mêmes d'arrêter ou parce qu'ils le perdent. Donc, ils n'ont plus cette possibilité de se déplacer en automobile. Là où ça pose des défis particuliers, c'est là où il y a une absence d'alternative lorsqu'on ne conduit pas ou lorsqu'on ne conduit plus. Donc là où il n'y a carrément pas de transport collectif ou adapté ou tout autre moyen de transport, dont le covoiturage, le transport bénévole, etc. Là aussi où ça pose un défi particulier, c'est qu'il y a des obstacles à la marche à vérité. Il ne faut pas oublier que même un déplacement en toutes sortes de moyens de déplacement, il y a une partie du déplacement qu'on fait à pied. Donc, c'est essentiel à ce que l'environnement soit adapté aux besoins, incluant aux besoins de ceux qui ont une aide à la mobilité pour se déplacer. Ensuite, et là, on a vraiment une couche de plus. Déjà, ce n'est pas évident de se déplacer, mais en plus de ça, on connaît l'hiver au Québec, donc l'hiver avec tous ces aléas, dont le risque de chute et d'hospitalisation et à long terme, parfois même, perte d'autonomie et isolement social. Donc, c'est un risque pour les aînés. Donc, que peuvent faire les municipalités? Les municipalités ont un rôle de jouer, comme je disais, pas sur les capacités individuelles, mais sur ce qu'ils offrent aux citoyens. Donc, d'une part, ce qu'on peut faire, c'est d'assurer la présence de commerces dans le centre, donc les commerces de proximité ou les services de proximité en général, pour s'assurer qu'au moins les services de base, on peut y accéder sans la voiture. D'autre part, ce qu'une municipalité peut faire,
c'est de localiser adéquatement les résidences pour aînés. Donc oui, les résidences privées pour aînés ou autres résidences spécifiques aux aînés, mais aussi plus généralement les habitations à tous les citoyens, dont les aînés, s'assurer que ces habitations-là sont proches des services et ouvertes sur la communauté. Donc, on y a accès à l'extérieur, les autres aussi peuvent voir, y accéder. Donc, il y a comme une sorte d'échange à travers la rue ou une place publique ou autre avec les autres citoyens. L'autre enjeu, c'est aussi l'accès aux transports collectifs. C'est sûr que chaque municipalité est différente, est différemment fournie en transport en commun. Minimalement, je pense que c'est l'accès à des secteurs clés qui sont susceptibles d'être fréquentés par les aînés qui est important à souligner. D'autre part, comme je disais, il y a toujours une part de transport ou de mobilité qui se fait à pied. Donc, s'assurer que l'environnement urbain est adapté à ça, que ce soit de la vitesse automobile, l'apaisement de la circulation, la qualité, l'entretien des trottoirs, toutes sortes d'éléments qui sont extrêmement importants pour les personnes âgées et toute autre personne à mobilité réduite. Donc, l'accessibilité universelle est bien évidemment un aspect très important aussi. Finalement, tantôt l'image qu'on voyait, bon, on pense souvent à une grande ville, mais ces interventions-là sont importantes partout, incluant dans les beaucoup plus petits milieux, où là, bon, ici on a l'exemple d'une école, mais ça peut être toutes sortes d'autres services ou équipements qui est susceptible d'être fréquentés fortement par les aînés et les citoyens en général. Donc, on pense à un centre communautaire ou autre, où là, on peut faire des interventions très ciblées. Donc, ce n'est pas juste une question de combien d'intersections on refait, c'est surtout lesquelles on fait, à quel endroit, à quel moment. Last but not least, je pense que c'est vraiment important d'intégrer les aînés dans ce processus-là, de leur donner la parole. C'est vraiment eux qui connaissent le mieux leurs besoins, leurs préférences. Et pour s'assurer que les aménagements qu'on fait qui répondent à leurs besoins, il faut les inclure non seulement au début, mais tout au long du processus. Là, j'ai vraiment survolé très, très vite avec le peu de temps que j'ai les différentes interventions qu'on peut faire. On a sorti un guide en début d'année qui parle spécifiquement des aspects en lien avec le vieillissement de la population. Il y a notamment une section sur le déplacement. C'est un guide qui est accessible gratuitement, donc je vous invite à le consulter pour des questions plus poussées sur la question. D'autre part, au-delà de la théorie que j'ai présentée ici très brièvement, Vivre en ville, on travaille sur le terrain. On travaille sur le terrain avec les municipalités et MRC en démarche MADA pour la mise en place de milieux de vie favorables à un vieillissement actif, donc pour s'assurer que l'aménagement convienne et est favorable à un vieillissement actif. Donc, au total, on accompagne une quarantaine de municipalités sur une durée de 3 ans. C'est vraiment un projet aussi qui est financé par le gouvernement du Québec. On peut accompagner les municipalités à différents égards, donc intégrer les préoccupations des aînés dans les exercices de planification, dans les politiques de la municipalité, identifier des critères d'action là dans différents domaines. On en a 4 en particulier, qui est l'accès aux services, les déplacements, l'offre résidentielle et les espaces publics. C'est un programme qui est ouvert. Il y a un appel à candidature en cours. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous en faire part, à nous poser des questions aussi sur ce programme-là. Donc, comme je disais, ce programme-là est financé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec qui nous a financé d'une part pour le guide qu'on a produit, qui était à l'écran tantôt, et qui nous finance actuellement là pour les activités d'accompagnement avec les quarantaines de municipalités. Puis, on a bien hâte de travailler sur le terrain avec beaucoup de municipalités. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Isabelle, pour nous avoir présenté le sujet de cette belle mise en bouche sur le vieillissement actif, on pourrait dire. Dès à présent, là, avant d'entamer les discussions avec nos panélistes invités, permettez-moi de vous les présenter un peu plus afin que vous puissiez cerner vraiment leur champ d'expertise respectif.
Donc, premièrement, nous avons avec nous aujourd'hui Madame Cathy Bernier, conseillère municipale du district 12 à la ville de Drummondville. Elle a été élue pour un premier mandat en 2013, détenant un diplôme d'études collégiales en tourisme avec une spécialisation en commercialisation de produits. Elle est également détentrice d'un certificat en administration des affaires de l'Université du Québec à Trois-Rivières. De ses nombreuses responsabilités, elle est évidemment déléguée aux aînés. C'est sa raison d'être sur notre panel aujourd'hui. Bienvenue, Madame Bernier. Nous avons également avec nous Mme Paula Negron, qui est professeure agrégée à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'Université de Montréal. Elle est détentrice d'une double formation en urbanisme et architecture, ainsi qu'un doctorat en aménagement. Ses travaux et recherches portent sur les relations entre mobilité et morphologie urbaine, notamment chez les populations vulnérables. Elle s'intéresse au mode de vie des personnes âgées vivant dans les villes moyennes, notamment la manière dont les formes urbaines affectent leur mobilité quotidienne. Elle dirige présentement un projet sur l'identification de secteurs favorables au vieillissement sur place dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Negron. Madame Sophie Langto, directrice générale de l'organisme Société Logique depuis plus de 30 ans. Madame Langto possède un baccalauréat en urbanisme de l'Université de Montréal ainsi qu'un diplôme de deuxième cycle en administration des affaires de HEC Montréal. Spécialiste du design universel, elle s'intéresse particulièrement à l'architecture, au design urbain, à l'urbanisme et au transport collectif. Elle privilégie les initiatives de représentation et de partenariat où le design universel est le résultat de l'attention apportée aux usagers et à leurs besoins. Société Logique est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de promouvoir le design universel et d'intervenir dans la création d'environnements universellement accessibles. Bienvenue et merci, Madame Langto. Et enfin, Mme Cathy Hamilton, chargée de projet vieillissement actif, qui travaille depuis 2019 à Espace Muni, qui est le tout nouveau nom à l'organisme résultant de la fusion entre le Carrefour Action Municipale Famille et le regroupement québécois Ville-Village en Santé. Sociologue, elle a effectué une carrière auprès de différents organismes communautaires au Québec. Elle a également œuvré pendant 12 ans comme chargée de projet en développement social et communautaire dans le domaine municipal où elle a entre autres porté les dossiers d'accessibilité universelle, de développement social et communautaire des personnes aînées ou ceux concernant les saines habitudes de vie. Et mentionnant également que Espace Muni joue depuis plusieurs années un rôle central dans le déploiement de la démarche MADA, donc Municipalité Amis des aînés. Merci vraiment d'être là et sans plus attendre, j'y vais de ma première question. Voilà, en 2020, comment est-ce qu'on peut envisager de vieillir actif et mobile sans voiture en ville, en banlieue ou en milieu rural? La parole est à vous, mesdames, qui ont envie de se lancer. Je peux y aller. Allez-y. Au fait, il faudrait d'abord d'abord, il est important de définir c'est quoi qu'on entend par vieillir actif. Alors, vieillir actif, ça veut dire en gros deux choses. Participer à la vie dans sa communauté. Ça peut passer par des activités sociales, du bénévolat, participer à la vie urbaine, etc. Mais c'est aussi avoir une voix dans les décisions qui concernent le milieu de la vie. Vieillir actif, ça va vouloir dire aussi qu'il faut pouvoir faire les activités qui font du sens pour nous. Alors, ce vieillissement actif passe souvent par une mobilité physique et c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à la mobilité physique des personnes âgées. Et on constate de plus en plus cette utilisation de la voiture par les personnes. Mais sauf qu'il faut comprendre que comme tout autre individu, les personnes âgées utilisent la voiture pour deux raisons. Soit parce qu'elles sont comme attachées à la voiture parce une question d'image, mais c'est le plus souvent parce que les autres choix sont inexistants ou non envisageables. Il faut comprendre avant de envisager ce vieillissement actif sans voiture, quel que soit le milieu, quelles sont les vraies alternatives dont disposent les gens dans les territoires qu'ils habitent. Dans les quartiers denses, on en a beaucoup entendu parler, les exemples. Dans certaines villes moyennes, par exemple, la mobilité, elle dépasse largement la mobilité du quartier. On parle de mobilité régionale. Les travaux qu'on a menés à Louisville et à Shawinigan ont montré que les personnes se déplacent
presque hebdomadairement à Trois-Rivières. Donc, pour ça, ça prend une automobile. Et au milieu rural, vieillissement sans voiture implique presque une assignation à domicile avec les services qui viendraient chez nous. Et donc, finalement, la personne ne se déplace pas en automobile, mais les autres personnes vont se déplacer en automobile. Alors, je pense qu'il y a oui, c'est envisageable, mais il faut surtout savoir s'il y a des options qui sont existantes et si elles ne sont pas là, est-ce qu'on peut les mettre en place? Mhm. Donc, il faut vraiment des alternatives et voir de quelle manière on peut le faire. Excellent. Madame Langto, je vois que vous voulez intervenir. Oui, oui, moi, je rajouterais qu'un des moyens, c'est la localisation. C'est bien réfléchir à là où on va aller habiter, là où on habite présentement, mais là où on va aller habiter si on décide de changer de milieu. Qu'on soit en ville, en banlieue ou en milieu rural, l'important, c'est de se retrouver dans un milieu où on va avoir nos commerces, services de proximité, des endroits où on peut socialiser, où on peut avoir des activités récréatives à proximité de marche et avec des parcours simples, sécuritaires, où on va pouvoir se déplacer et continuer à être actif. En ville, on parle de quartier complet. En banlieue, ça peut être le pôle civique, le pôle commercial. Puis, plus en milieu rural, ça peut être les nouveaux villageois. Il y a différentes possibilités, mais il faut toujours avoir en tête d'être à distance de marche de façon des lieux qu'on veut fréquenter. Parce que c'est un désastre, c'est un drame de perdre son permis de conduire quand on a choisi d'aller habiter au bord d'un lac dans les Laurentides ou dans les cantons de l'Est pour passer notre retraite. Les gens se retrouvent complètement isolés, puis on le voit beaucoup actuellement. L'intérêt que des milieux un peu plus éloignés ont, et les gens ne réfléchissent pas toujours à ça va être quoi les conséquences le jour où je vais perdre mon permis de conduire. C'est comme si c'était un choix à double tranchant, en fait, là. C'est comme au départ, à court terme, et peut-être même à long terme, c'est vraiment intéressant, mais il y a comme un pivot, un moment pivot au niveau de la perte du permis de conduire. Super intéressant. Ouais. Madame Bernier, vous avez ouvert votre micro. Est-ce que vous avez envie d'intervenir? Effectivement. Donc, c'est certain qu'en tant qu'élu, nous, notre préoccupation, c'est toujours de considérer la personne aînée comme une personne à part entière. Donc, on doit penser notre territoire, penser nos services en fonction de lui offrir le maximum de possibilités qu'elle puisse avoir. Donc, ce que ça signifie, c'est d'avoir une vision de notre développement de ville qui puisse répondre à ces besoins-là. Souvent, on voit aujourd'hui plusieurs villes vont faire de l'étalement urbain. Il faut aussi peut-être penser à reconfigurer des sites qui sont désaffectés dans nos villes et en faire des quartiers qui vont être des quartiers à taille humaine. Donc, permettre une mixité, puis permettre aussi, pas juste une mixité en termes de services, que je parle de commerce et de résidence, mais aussi de génération. Parce que nos personnes aînées, ceux qui ont plus de difficultés à se mobiliser, si on pourrait dire aussi à bouger, bien, si on les met avec des jeunes ou des personnes plus jeunes, bien, ces personnes-là sont peut-être en mesure de pouvoir les aider à aller faire leurs courses. Donc, il y a une forme d'entraide collective qui peut s'installer au travers des différents quartiers qu'on va développer avec cette vision-là. Donc, je pense que ça, c'est un des atouts importants en termes de vision au niveau d'une conseillère ou d'un conseil municipal. Bien, donc, localisation des activités, y aller au niveau des centralités que j'entendais par rapport à Mme Langto, il y a des choses qui se recoupent. Isabelle, je vois que tu as envie de parler, oui. Oui, en fait, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais si on parle de 2020, genre d'ici 3 mois, là, on parle de très court terme, des petites interventions à l'échelle, en fait, individuelle, oui et non. Je pense que souvent, il faut saisir les opportunités. Que ça soit une rue commerciale qui se refait, que ça soit à l'échelle individuelle, c'est au moment où on déménage parce que les enfants partent de la maison ou parce que décès du conjoint ou de la conjointe. C'est à ce moment-là, je pense qu'on peut se poser à l'échelle individuelle. Là, je pense souvent on ne veut pas regarder dans le futur, mais c'est à ce moment-là qu'on se la pose la question.
question. Donc, je pense que c'est aussi d'intervenir à ces moments clés, là, autant auprès de l'individu et autant auprès de la municipalité. Et si c'est à court terme, ça, c'est quelque chose à très court terme qui peut se faire. Oui, Madame Hamilton, allez-y. Moi, j'ajouterais à ce qu'Isabelle vient de dire, c'est super intéressant parce que présentement, il y a plusieurs municipalités du Québec et MRC qui sont en train de faire la mise à jour de leur plan d'action municipalité Amis des aînés. Donc, ça serait peut-être justement, je vais en parler tout à l'heure, les solutions, là, mais ce serait peut-être justement une bonne opportunité à envisager là, pour les 3 prochains mois et la prochaine année qui vient. Puis en plus, les municipalités sont en train de regarder aussi leur budget pour 2021. Alors, on a tout ça aussi à travailler, là, Espace Muni avec les municipalités, justement, parce que la mobilité et l'habitation est toujours dans toutes les municipalités du Québec et MRC, c'est toujours les enjeux là, qui ressortent quand ils font des sondages et consultations publiques. Donc, on va avoir l'occasion tantôt de rediscuter là, du rôle des municipalités et des MRC là, dans le dossier de la mobilité, entre autres. En fait, justement, ça nous mène à notre deuxième question. Vous avez déjà, toutes les deux, Isabelle et Madame Hamilton, commencé à parler déjà d'intervention, qui est justement ma deuxième question, c'est comment intervenir dans nos milieux de vie pour réduire la dépendance des personnes aînées à l'automobile et quels sont justement les leviers dont on dispose là, en tant que municipalité, en tant qu'MRC. Vous mentionniez le plan d'action MADA. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Madame Bernier, qu'est-ce que vous avez entre les mains, vous, comme élu? Je vous passe la parole, peut-être. Bien, écoutez, oui, facilement. Ce que je peux vous dire vite comme ça, c'est que la Ville de Drummondville, on sait qu'on a déjà un plan, on fait partie de MADA. En fait, on a été dans les premiers avec la mise en place de la politique MADA de Drummondville à s'intégrer dans cette vision-là. Donc, on a déjà à la Ville une personne au niveau de l'administratif qui est un peu notre bienveillante à ce niveau-là. Donc, qui s'assure que dans tout projet qui est réalisé à la Ville, on a ces préoccupations-là d'accessibilité en termes de mobilité, en termes de participation citoyenne pour nos aînés. C'est sûr qu'au-delà de la politique MADA, en termes d'organisation municipale, je le disais tantôt, puis je me suis permis de me faire une petite mise en bouche, en fait, c'est qu'on peut se permettre au moment où on a des endroits à revitaliser de penser à nos aînés. Et là, je veux faire un petit clin d'œil sur un projet qu'on a, nous, à Drummondville, qui s'appelle le projet de la Fortissimo. Donc, c'est un projet qu'on a et qui est présentement en branle suite à l'acquisition d'un terrain qui était désaffecté. Et ce terrain-là a été ensuite revu par des aménagistes pour en faire des milieux de vie. Donc, on va retrouver là des jardins intérieurs avec des différents styles d'habitation, que ce soit des appartements, condos, maisons de ville, mais qui vont être offerts de façon accessible. Donc, que ce soit pour les personnes aînées ou pour les jeunes familles. Et dans ce milieu de vie-là, ben, c'est la mobilité active qui va prôner, donc l'accessibilité à pied pour pouvoir avoir accès à nos jardins, à nos habitations. Et on va même intégrer à ça la maison des aînés. Donc, on sait que le gouvernement est présentement à installer des maisons d'aînés un petit peu partout dans différentes villes au Québec. Et Drummondville va faire partie de la liste. Donc, permettre cette mixité-là, c'est un des leviers que nous, on a pour pouvoir faire en sorte que nos personnes aînées puissent s'intégrer à la communauté, être actives et pouvoir s'épanouir de façon optimale. Donc, parce qu'on sait que nos aînés, c'est souvent aussi ceux qui vont être les premiers bénévoles. Hein? C'est eux qui ont du temps à donner, que ce soit pour garder nos petits-enfants ou que ce soit pour donner de l'aide à ceux qui en ont besoin. Donc, il faut leur permettre de contribuer à nos milieux de vie en leur donnant un environnement qui soit approprié. Et c'est un des leviers comme ça de Drummondville, nous, qu'on est en train de créer et de mettre en place. Bien, en fait, je trouve ça intéressant parce que vous dites il y a la politique MADA, mais au-delà de ça, on peut se servir de projets structurants et ça rejoint un peu ce que Isabelle disait tout à l'heure, de saisir les opportunités quand elles arrivent. Et intégrer ce réflexe-là, c'est ce que j'entends aussi à tous les projets municipaux. C'est bien ça? Effectivement. Quand on a un projet de construction d'infrastructures majeures,
nous, notre appareil administratif a toujours comme réflexe que la personne qui s'occupe de la politique MADA va faire partie de la boucle. Donc, s'assurer qu'à l'intérieur de ce projet d'infrastructure-là, on puisse offrir les différents outils qui vont permettre à nos aînés de pouvoir se déplacer de façon sécuritaire et optimale. Donc, c'est vraiment un atout, puis c'est devenu instinctif quasi à la ville. C'est un réflexe, en fait, Ouais. c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres... Madame Langto, je vois que vous avez ouvert Ben oui. votre... Ben oui. Il faut aussi s'attarder à des éléments qui peuvent paraître des détails, mais questionner finement ce qu'on est en train de faire aussi. Je pense au cas d'une résidence pour aînés qui s'est construite d'un côté d'une route où les véhicules circulent à 70 km/h, alors que de l'autre côté, il y a le petit développement commercial où on trouve une pharmacie, une épicerie, puis un restaurant. Bien, cette route-là constitue une barrière, c'est pas possible de la traverser. Donc, oui, quand on le regarde à une grande échelle, on a la proximité entre toutes ces fonctions-là, on a une bonne densité, mais on a une barrière qui est infranchissable si on veut pouvoir être en sécurité. Donc, il faut analyser finement qu'est-ce qu'on est en train de faire si on veut pas créer d'obstacles, favoriser cette mobilité-là, parce que le déplacement, c'est dans le fond le moyen de pouvoir continuer à être actif. Donc, ça devient très important. Juste si on réfléchit aussi aux fameuses boîtes postales qu'on retrouve dans beaucoup de milieux, il y a combien de personnes qui doivent prendre leur voiture pour aller chercher leur courrier? Donc, on a des concentrations de boîtes postales, il faut penser à ça également. Et toute la question de la qualité des infrastructures. On a beaucoup de stationnement en façade des bâtiments. Quand on a ça, on vient d'imposer un parcours beaucoup plus long pour se rendre au commerce ou au service. Puis les aînés, c'est pas toujours facile de faire ces parcours-là. Surtout plus on vieillit, plus c'est difficile. Aussi, on a tous les aménagements avec beaucoup d'entrées charretières. Une entrée charretière, quand on a une aide à mobilité, là, la pente de l'entrée charretière nous amène directement dans la rue, puis en hiver, ça devient hyper glacé. C'est comment faire des aménagements pour que ça soit plus facile. Donc, toute la question du déneigement également pour que les aînés puissent être actifs 12 mois par année. Il faut le travailler très finement si on veut obtenir des bons résultats. Ce qui implique qu'il y a plusieurs acteurs impliqués. Le rôle et les responsabilités sont partagées à différents niveaux. Quand vous parlez des boîtes postales, c'est au niveau fédéral. Hein? Donc, il faut vraiment penser à tout. Madame Negron m'a pointé qu'elle voulait intervenir. Oui, merci Amélie. Au fait, c'est que les interventions précédentes ont mis de l'avant, c'est que on parle beaucoup de dépendance à l'automobile, mais la dépendance à l'automobile, c'est une question de territoire. Ce n'est pas les gens qui sont dépendants à l'automobile, c'est les territoires qui sont dépendants de l'automobile. Les gens deviennent dépendants à l'automobile parce que le territoire ne leur offre pas d'alternative. Et en fait, il y a plusieurs niveaux d'action qui sont possibles, mais c'est des boîtes qui s'embriquent au niveau temporel, comme disait Isabelle, là, dans les 2 prochains mois, là, on parle d'actions plus micro, sont beaucoup plus courantes. C'est souvent les actions qui sont mises en place avec le programme d'infrastructure Québec MADA, par exemple, les interventions beaucoup au niveau de la sécurité des déplacements, les trottoirs, la sécurisation des intersections, etc. Les actions concrètes dans l'espace physique s'inscrivent beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup les actions aussi de moyen terme, un peu comme ce que présentait Madame Bernier, des aménagements ponctuels visant à créer certains milieux, les aménagements visant peut-être aussi à créer comme un réseau d'espaces publics qui va redonner à cette rue l'autre rôle que l'espace de circulation, parce que c'est ça aussi qu'on a perdu, c'est-à-dire la rue, au cours des dernières décennies, est de plus en plus devenue un espace de circulation et non pas un espace de sociabilité comme ce qu'elle est censée être. Mais à plus long terme, il faut vraiment poser une réflexion sur les espaces futurs, les aménagements des espaces futurs, autant des espaces publics comme l'espace de la rue, que les espaces privés comme le centre commercial, que les lieux de résidence de personnes âgées qui peuvent se localiser
un peu n'importe où à partir du moment où la densité le permet. Et donc, on se trouve avec ce que dit Madame Longto, la résidence qui s'installe en face du centre commercial et il faut traverser le boulevard qui constitue en fait une route provinciale. Donc, et ça, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, les actions à long terme, parce que ça sous-entend toute une réflexion autour des outils d'urbanisme, une réflexion autour des outils de zonage, des règles d'urbanisme. Ça sous-entend une collaboration avec les acteurs. Et ce n'est pas juste la municipalité à l'interne qui va pouvoir résoudre ça. Ça veut dire qu'il faut amener les acteurs à la table, les acteurs de l'habitation publique et privée. Si la résidence s'installe en face du boulevard, la résidence, elle a fait sa recherche, elle a fait son analyse de marché, elle sait que ça va être un facteur de localisation. Et donc, et c'est ça qui est plus difficile à mettre en place. Heureusement, pour nous, c'est dans le long terme, mais moi, je pense personnellement que c'est par là qu'il faut rentrer. Les actions à court terme et à moyen terme, on sait comment faire, on a beaucoup d'outils là-dessus, beaucoup concernant la question de l'accessibilité physique aux espaces, mais la planification à long terme, c'est ça qui pose un gros défi de mon point de vue. Donc, c'est drôle parce qu'hier, je participais à un atelier de prospective dans le cadre de l'élaboration du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Puis effectivement, il y avait toutes sortes d'acteurs autour de la table. Donc, la planification des plans d'urbanisme, ça se prévoit à très long terme. Donc, c'est au niveau des orientations, mais donc là, vous allez même un peu de plus en disant, bon, bien, les acteurs, il faut les réunir autour d'une grande table pour insérer toutes ces préoccupations-là dans des documents qui sont vraiment à plus long terme, si je comprends bien. Oui, mais si je peux me permettre, il faut questionner les outils qu'on a. Mais est-ce que les outils qu'on a nous permettent de faire ce qu'on souhaite faire? Si ça ne nous permet pas, il faut ajuster les outils. Ce n'est pas la loi, une loi infuse, c'est des règlements, ça s'ajuste. Il faut quand même ouvrir cette porte-là, de questionner, est-ce que ça nous prend d'autres outils qui nous permettraient de mieux faire ce qu'on a besoin de faire? Oui, de ne pas s'en tenir uniquement aux normes qu'on a actuellement, mais d'aller au-delà de ça. Exact. Très intéressant. Madame Hamilton, vous m'aviez indiqué, vous pourriez parler, allez-y. Oui, moi, j'aimerais ajouter, c'est ça, quand on fait des consultations publiques auprès des aînés, que ce soit des grandes municipalités, des petites municipalités, des MRC, c'est souvent le sentiment d'appartenance qui ressort et le sentiment de sécurité. Et souvent, comme vous dites, Mme Nigro et Mme Langto, les municipalités et les MRC se sentent souvent impuissantes par rapport à ce qu'ils peuvent faire parce que le développement s'est fait des fois sur 50 ans. Et puis là, ils sont pris avec des moyens aujourd'hui qui sont peut-être nécessairement pas toujours réalisables. Si on veut vraiment redonner le droit aux piétons et au vélo et à tous les moyens de transport qu'on veut. Mais c'est de se pencher aussi sur les moyens que les municipalités ont actuellement, que ce soit le covoiturage, des moyens comme ceux-là pour développer des meilleurs sentiments de sécurité aussi. Parce que quelqu'un qui a, je sais pas, ça fait 50 ans, 60 ans, qui conduit une voiture, qui n'est pas habitué de se déplacer par d'autres moyens, bien aussi, il y a toute la communication de ce qui existe déjà dans la municipalité, tu sais, l'information, est-ce qu'il y a du covoiturage, est-ce qu'il y a des choses comme ça des petits moyens qu'on peut développer aussi pour redonner ce sentiment de sécurité-là à cette personne-là. C'est surtout dans des petits milieux ruraux là, qu'on a des grands défis, des grands obstacles par rapport à ce déplacement-là. Mais c'est sûr que le ministère du Transport et autres collaborateurs du milieu, du gouvernement peuvent nous aider pour aider justement les municipalités à mieux intégrer là, des moyens efficaces là, dans le réaménagement. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement possible, les réaménagements là, pour une meilleure mobilité. Alors, c'est ça, le sentiment de sécurité, je pense que c'est le gros morceau là, que les municipalités et les MRC ont à développer avec les aînés dans leur milieu de vie là, pour mieux les outiller puis les informer sur ce qu'on pourrait développer comme moyen. Mais c'est toujours aussi la participation des aînés à trouver des solutions parce que c'est souvent l'habitude de l'automobile là, qui est difficile à enlever là, chez les individus. Oui, effectivement, vous avez raison de mentionner la participation publique comme étant vraiment primordiale. Là. Je pense que dans les démarches MADA, c'est quelque chose qui est mentionné comme étant très important, mais il faut aller chercher les bonnes personnes. Il ne faut pas des fois aller attendre que les gens viennent à nous. Il faut vraiment faire un pas pour aller vers les aînés. Hein.
En fait, je trouve ça très intéressant. Puis, bon, ma prochaine question, entre nous, on est convaincus, là, mais je pense que des fois, qu'on aurait besoin de convaincre des municipalités qui sont pas encore sûres qu'il faut vraiment investir par rapport aux aînés. Pouvez-vous nous donner votre opinion sur, en fait, qu'est-ce qu'une municipalité gagne à s'attarder aux problèmes de mobilité des aînés ou plus généralement, si on veut sortir de la côté mobilité, parce qu'on voyait tout à l'heure que tout est relié, comment à s'attarder aux problèmes de besoin de logement, d'accès aux services ou à se doter, par exemple, d'espaces inclusifs là, pour socialiser, comme Mme Negron l'a dit. Isabelle, je vois que tu as envie d'intervenir. Oui, donc qu'elle gagne? C'est premièrement, je pense, tout simplement une question d'inclusion. Les aînés, quelqu'un l'a mentionné tantôt, c'est des citoyens à part entière, puis ils font partie de la société, donc ça va de soi qu'on les inclut. Faut aussi dire que les aînés, ils ne sont pas juste là pour recevoir des services, ce sont des gens extrêmement débrouillards, ils choisissent leurs options selon leur vécu, selon leurs aspirations, donc c'est surtout pour les aînés. Ceci étant dit, c'est extrêmement important de traduire que ce n'est pas juste pour les aînés qu'on fait ça. Premièrement, ne serait-ce que un jour, tout le monde vieillit. Hein? En fait, tout le monde vieillit tous les jours, donc c'est de voir ça premièrement. D'autre part, les quartiers aussi, au fur et à mesure, ils rajeunissent et ils vieillissent avec le temps, donc c'est quelque chose à prévoir. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture ou qui n'ont pas de permis de conduire. Donc, tout simplement, ces gens-là sont actuellement exclus dans les cas où il n'y a aucun service à proximité. Là, on parle de gens adultes, mais on parle aussi d'enfants qui, évidemment, n'ont pas toutes les capacités là, pour traverser de manière sécuritaire une rue. Donc, on le fait pour eux aussi. Donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, incluant les personnes à mobilité réduite aussi, donc vraiment, c'est une affaire de société plus qu'une affaire juste de personnes aînées. Intéressant, effectivement, en termes d'équité, c'est ce que j'entends que tu dis, là. Parfait. Madame Negron, je ne sais pas qui a... Tout le monde a voulu parler en même temps. Madame Langto, Madame Bernier. Bon. Je peux commencer, peut-être. Nous, quand on parle d'accessibilité universelle, de design universel, on dit que les besoins des personnes qui ont des limitations fonctionnelles, c'est des révélateurs des difficultés que tous les citoyens rencontrent à des degrés moindres. S'adresser à ces difficultés-là, ça permet de créer des milieux où tout le monde va être plus confortable, ça va être agréable pour tout le monde. C'est la même chose au niveau des aînés. Hein. Si on comprend quels sont leurs besoins en termes d'aménagement, d'organisation de l'espace, on va créer des milieux de vie qui vont être plus intéressants et qui vont être plus attractifs pour l'ensemble des citoyens. Ce que ça veut dire, c'est que si les citoyens ont envie d'y aller, ils vont y aller. Ça va faire des milieux de vie plus vivants qui vont devenir encore plus attractifs. Ça va créer ce qu'on veut créer avec nos villes, des lieux où on a envie d'être là, on a envie d'aller. Puis c'est ça qui permet de différencier les villes entre elles. Il y a combien de villes, de villages, par exemple, qui essaient de trouver quelque chose, pour se distinguer, attirer les gens, pas trop quand même, mais les attirer et continuer à susciter de l'intérêt, ça fait partie des solutions, je pense. Ça fait partie des bénéfices pour une municipalité de pouvoir répondre aux besoins des aînés. De se poser des questions sur qu'est-ce qui fait que les aînés ne sortent plus. C'est probablement des choses qui font qu'il y a d'autres citoyens qui ne fréquentent plus non plus pour les mêmes raisons. Madame Negron. Oui, en fait, plus qu'un problème de mobilité des aînés, je dirais qu'il y a vraiment un problème d'accessibilité pour certains groupes de population dans les territoires. La mobilité, vue comme un déplacement, c'est rien d'autre que le résultat de stratégies que les individus vont mettre en place pour faire des projets en fonction de leurs capacités et leurs compétences individuelles et les contraintes que leur impose le territoire. Ce n'est pas nouveau que les personnes souhaitent vieillir dans leur communauté, mais ce qui est arrivé, c'est que là, on se trouve avec des personnes qui ont fait leur vie active dans des territoires organisés en fonction d'une accessibilité en automobile
Et là, les problèmes sortent. Trop souvent, on avait forcé les aînés à se rabattre sur le réseau d'aide pour solutionner leurs problèmes d'accessibilité. Et on ne s'en occupait pas, en fait. Mais ce qu'aujourd'hui, les personnes âgées sont beaucoup plus autonomes qu'auparavant et elles souhaitent le garder. Et ça se reflète dans la diversité des activités qu'elles font, dans leur meilleur état de santé global qui leur permet finalement de garder les conditions cognitives plus longtemps, ce qui explique en grande partie que vous avez des personnes de 90 ans qui conduisent encore, et des compétences individuelles de mobilité de plus en plus développées que leurs prédécesseurs. Les personnes âgées souhaitent prendre en charge par elles-mêmes leur mobilité. Et ce n'est qu'en dernier recours qu'ils vont demander de l'aide à un tiers. Ce n'est pas qu'ils ne demandent pas de l'aide parce qu'ils n'ont personne à qui demander de l'aide. Ce n'est pas ça, c'est que ce n'est pas le plan B, c'est comme le plan Z à peu près. Et au milieu, il y a plein d'autres choses, notamment garder son permis de conduire, marcher, etc. Donc, les municipalités, l'enjeu pour elles, je ne pense pas que c'est s'attarder à la mobilité des aînés, mais s'attarder à une accessibilité des territoires qui permettent aux personnes, quelle que soit l'étape dans leur cycle de vie dans laquelle elles sont, de rester et pouvoir se déplacer et accéder à leurs activités de la manière la plus durable possible. Ce n'est pas un problème de mobilité des aînés, c'est vraiment une question d'accessibilité des territoires. La mobilité, c'est juste le résultat d'une condition d'accessibilité particulière. Mm-hmm. Très intéressant donc, de penser en termes d'accessibilité plus que de mobilité strictement. Madame Bernier, je vois que vous voulez intervenir aussi. Allez-y. Ben, en fait, les aînés, puis là, j'entends des choses qui m'interpellent. Et puis, le meilleur exemple que je peux peut-être donner pour nous à Drummondville, c'est que les aînés, c'est une richesse. Il faut les voir comme une richesse de notre société parce que c'est des gens qui ont une expérience de vie, qui ont aujourd'hui le temps à donner pour permettre à notre société de continuer à avancer. Et il y a une des intervenantes tantôt qui disait « Les aînés veulent se prendre en charge par eux-mêmes avant. » Et c'est vrai. Les aînés, souvent, on a le défi qu'on a en termes de municipalité, c'est qu'on a des aînés de toutes les catégories, très autonomes à pas autonomes. Et on a des aînés qui sont très, très intéressés par la technologie, d'autres le sont moins ou pas du tout. Et souvent, même dans la mobilité, certains aînés veulent pouvoir continuer à eux-mêmes se déplacer ou à aider d'autres aînés. Donc, et même aider nos petits-enfants, comme je disais plus tôt. Donc, permettre à nos aînés de pouvoir continuer à contribuer, et ça, je le dis depuis tantôt, mais je trouve que c'est tellement la pierre angulaire de la raison d'être d'une municipalité, c'est de permettre à nos aînés de pouvoir continuer de s'épanouir dans ce qu'eux désirent faire, dans ce qu'eux désirent accomplir. On parle de mobilité active, mais le grand-parent qui veut garder son petit-fils ou sa petite-fille, s'il va au parc avec lui, puis qu'il n'y a rien, il n'y a pas de banc pour s'asseoir ou qu'il n'y a rien pour lui permettre de se reposer, c'est pas donner à l'aîné la possibilité de s'épanouir dans sa contribution à la société. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut aussi penser notre société avec les aînés. Donc, c'est une des choses. Bien, je trouve ça vraiment intéressant. Ça relie aussi avec la première intervention de Mme Negron qui disait les aînés ont besoin de sens. En fait, ils veulent se déplacer pour avoir du sens dans leur vie. Puis c'est tout à fait normal hein, de penser à ça. Puis effectivement, le fait que la population aînée est très hétérogène. On ne peut pas dire un aîné, c'est ça qu'on le définit. Hein. C'est vraiment plus compliqué que ça. Puis c'est vraiment intéressant de penser à ça. Vous voulez... Oui, allez-y, nuancer. Oui, ce que vous dites, c'est qu'il y a aussi tout l'aspect territorial qu'on parle et pouvoir aider nos aînés à rester chez eux. C'est aussi, dans l'aménagement du territoire, permettre souvent les maisons bigénérationnelles. C'est permettre à nos aînés de rester chez eux, mais tout en ayant la possibilité d'être supportés par leur entourage. Donc, à Drummondville, c'est ce qu'on fait. Avec la politique familiale de 99, est venue une réglementation permettant ce type de résidence-là. Et maintenant, depuis quelques années, c'est permis sur l'ensemble du territoire. Donc, on permet aux gens de pouvoir convertir certaines maisons en bigénérationnelles, puis ainsi
garder les personnes aînées à la maison. Donc, ça permet aussi d'alléger, si on veut, d'une certaine façon, parfois le réseau de la santé parce qu'on a des proches aidants à proximité ou des choses comme ça. Donc, ça vient que ça a un impact sur la communauté sur plusieurs facettes. Ah, Madame Hamilton, vous voulez ajouter quelque chose à ça? Moi, Oui. je ajouterais que pendant la pandémie, justement, on remarque beaucoup, justement, dans les municipalités, les MRC, l'entraide, les groupes d'entraide, les groupes de bon voisinage aussi qui viennent encourager justement le sentiment d'appartenance, le sentiment de sécurité chez les aînés, entre autres, parce qu'il y a aussi beaucoup de familles qui s'entraident. Mais c'est ça qu'il faut, je pense qu'il faut profiter de ces bons coups-là qu'on est en train de remarquer justement pour peut-être continuer à travailler là-dessus avec les municipalités et les MRC, justement, les groupes d'entraide, ce qui existe déjà, qu'est-ce qui est en train de se développer, et de poursuivre après, pendant la relance sociale, après la pandémie, là, pour justement voir qu'est-ce qui s'est fait, puis qu'est-ce qui peut justement perdurer là, comme échange de services là, dans ces municipalités-là. Les MRC, c'est des bons coups qui sont à souligner. Excellent. C'est très gentil. Effectivement, on a des. Je vais devoir me tourner en fait vers les questions du public. Nous, on avait une autre question abordée. Malheureusement, peut-être qu'on gardera ça pour une deuxième invitation. Je vois que ça suscite beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, on avait beaucoup de participants depuis tout à l'heure. Je vois qu'il y a justement par rapport à la pandémie de Jérôme qui voudrait savoir comment prévoyez-vous d'assurer une mobilité active pour les personnes âgées pendant un risque sanitaire comme la COVID? Comment garantir leur sécurité lors de leur déplacement sans les enfermer? Hein? C'est mis entre parenthèses, mais en étant spécifique par rapport à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de parler de la COVID? Madame Hamilton. Justement, c'est d'encourager, continuer d'encourager les organismes communautaires à développer justement les services de déplacement là, auprès des aînés, pas juste à mobilité réduite, mais ceux aussi qui n'ont pas nécessairement de moyens de transport. Là. Je parle aux petites municipalités, entre autres la ruralité. Et puis, c'est de vraiment continuer avec la concertation du milieu, aller voir aussi ce qui se passe dans d'autres petites municipalités aux alentours, dans les MRC, ou même dans les grands centres, pour aller voir aussi, nous, à l'Espace Muni, on est en train justement de créer une banque d'activités qui s'est développée justement pour encourager là, le bon voisinage et le réseautage et la concertation, la collaboration dans les milieux de vie pour aller justement mettre probablement sur notre site web à un moment donné là, les bons coups puis inspirer d'autres municipalités à faire la même chose. Parfait. Donc, vous avez commencé à faire cette recension-là, puis vous avez envie de la partager pour donner comme outil à d'autres municipalités. Parfait. J'ai une autre question adressée à Mme Negron. Vous avez parlé de territoires assujettis à des logiques de mobilité à l'échelle régionale et parfois même à l'échelle territoriale qui n'offrent actuellement pas d'autres modes de transport que la voiture individuelle. À la lumière de vos recherches récentes, qu'auriez-vous comme vision prospective à ce sujet? Y a-t-il des conclusions optimistes, des approches appliquées à ces enjeux structurels? Grosse question. Si vous voulez, je peux vous la répéter. Mais en fait, je pense que ça faisait référence à mon commentaire, à mon exemple sur la mobilité des gens à Shawinigan et Louisville qui sont... où Trois-Rivières, finalement, fait partie du territoire de mobilité régulier, même si c'est du déplacement, finalement, intermunicipal régional, c'est quand même 40-30 minutes de Shawinigan. Mais présentement, les aînés qui doivent faire ces déplacements vont dépendre de la voiture pour faire ces déplacements. Je ne vois pas qu'il y ait autant un problème pour ce type de déplacement, mais l'enjeu arrive lorsque les aînés n'ont pas de voiture eux-mêmes. Et donc, finalement, ils se trouvent confinés au sein de Louisville et de Shawinigan, par exemple, dans mon exemple, même s'ils souhaitent aller à Trois-Rivières. Et le problème est là. Alors, tout à l'heure, Mme Hamilton parlait de mesures mises en place par les petites municipalités. Par exemple, à Joliette, la FADOC est très active et elle met en place des services d'aide, de services d'accompagnement. Souvent, les services d'accompagnement sont limités aux motifs
au motif de santé. La table de concertation, on fait beaucoup ce genre de services à Montréal. Et souvent, les services sont associés à cette composante santé, c'est-à-dire, par exemple, aller à Québec, aller à Trois-Rivières pour des visites de santé. Mais pourquoi pas, on pourrait envisager un service pour des motifs de magasinage, pour des motifs d'aller sortir, faire un tour à Trois-Rivières. Mais évidemment, il y a d'autres considérations aussi politiques qui entrent en compte, c'est-à-dire c'est un service de transport collectif qui n'est pas forcément offert par les entreprises de transport. Mais je pense qu'il y a une réflexion à poser là-dessus, mais essayez aussi de penser en dehors de la boîte, en dehors de « Ah, il faut que les personnes prennent l'autobus régional. » Non, ça ne va pas arriver, oubliez ça. Donc, il faut vraiment essayer de penser des mesures plus ad hoc, que j'appellerais, pour offrir cette possibilité-là aux personnes. Souvent, les personnes vont garder leur automobile juste parce que, je la garde quand j'aurai besoin d'aller à Trois-Rivières, même si je vais une fois par semaine. Mais oui, mais c'est un mauvais calcul quelque part. Donc, c'est toujours la question des options. Toujours donner des alternatives. Bien, en fait, ça rejoint une autre question qu'on a eue de M. Pierre Daniel. Dans le fond, finalement, est-ce que la proximité des infrastructures, est-ce que c'est la stratégie gagnante au bout du compte? La proximité des infrastructures de transport? Bien, j'ai la question sous les yeux. Moi, j'aurais tendance à interpréter ça comme, par exemple, les centralités, un peu comme on disait au départ. C'est l'accessibilité des destinations. Moi, je ne parle pas de proximité parce que je trouve que c'est risqué. Proximité, la proximité, c'est facile à mettre en place quand on est dans un quartier central développé en 1910. Quand on est dans un territoire de ville moyenne développé en 1960, la proximité spatiale ne veut rien dire, c'est une proximité temporelle. Donc, je dirais, on est à 5 minutes du centre commercial. C'est pour ça que je préfère parler d'accessibilité aux destinations. Et donc là, c'est assurer cette formule-là. Parfois, ça va passer par les déplacements à pied. Comme on mentionnait tantôt, ça dépend où est-ce que je vais autoriser l'installation de résidences pour personnes âgées. Est-ce que c'est logique d'installer une résidence pour personnes âgées en face du centre commercial alors que le seul accès est en voiture? Ou alors, est-ce que j'autorise l'installation de la résidence pour personnes âgées plus près du noyau principal, même si cela va impliquer réfléchir aux contraintes que m'impose le zonage en termes de hauteur, par exemple? Mais c'est tout c'est pour ça que je parlais tantôt de collaboration avec les acteurs. Parce qu'il y a tout un échange, une négociation qu'il va falloir mettre en place pour mieux contrôler finalement où s'installent, pas où s'installent les personnes âgées, mais où s'installent ces équipements qui font en sorte qu'il y a des fortes concentrations de personnes âgées à certains endroits. Donc, intéressant. pour moi, tout passe par les accessibilités. C'est bien, effectivement. Je ne sais pas, je vois que on va devoir se terminer malheureusement là, mais je vais laisser peut-être Mme Bernier, je vois qu'à moins que vous avez changé d'idée, oui. Donc, je vais vous laisser, avant de faire moi le mot de la fin, je vous laisse la dernière réponse. Allez-y. En fait, juste pour rebondir sur ce que Mme Negron disait, il est primordial d'avoir une planification puis une vision à long terme parce que c'est vrai qu'il faut trouver le juste équilibre entre l'implantation de résidences ou de concentration de personnes âgées versus l'utilisation qu'on veut en faire. Parce que on dit qu'il faut mettre les personnes âgées à proximité des services, mettre des résidences, plusieurs résidences de personnes âgées dans un centre-ville. Est-ce que c'est la bonne chose à faire si on veut avoir un centre-ville qui soit vivant, qui soit animé, où est-ce qu'on peut risquer d'avoir un festival ou des choses comme ça? Est-ce que la cohabitation risque d'être heureuse ou plutôt dérangeante? Donc, c'est toute cette vision-là aussi, puis cette préoccupation-là qu'il faut intégrer dans notre planification où on veut voir apparaître ces différents établissements-là. Donc, vraiment de la planification fine, de bien questionner qu'est-ce qu'on est en train de faire, comme ça avait été mentionné au départ.
Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant, là. Désolée de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions du public. Je vous invite peut-être à consulter notre guide des milieux de vie pour toute la vie qui est téléchargeable gratuitement en ligne et à nous contacter, Isabelle ou moi, s'il y a parmi vous, par exemple, des représentants de municipalités qui aimeraient bénéficier de nos accompagnements. On en profite. Merci vraiment beaucoup encore à nos 5 panélistes de leur contribution, pour votre partage et vos retours d'expérience sur les moyens d'aménager des milieux de vie pour toute la vie. Maintenant, Vivre en ville vous donne rendez-vous le 28 octobre prochain pour le 2e panel automnal qui, lui, portera sur les rues apaisées, comment aller au-delà du panneau. Même formule sur l'heure du dîner. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une excellente semaine à toutes et merci de votre présence ce midi. Merci. Merci.